La vie sur Terre, son origine, la vie à portée de main, c'est le titre du livre de Christophe Galfard. Il est l'invité de la matinale de Radio Classique. On va passer 10 minutes de leçons de choses. Christophe Galfard, bonjour. Bonjour. Je le disais, vous êtes physicien, vous avez étudié à Cambridge auprès de Stephen Hawking. Vous écrivez des livres pour transmettre des connaissances sur la Terre. Vous avez produit il y a quelques années un best-seller, L'univers à portée de main, traduit en 21 langues. Et là, vous revenez donc avec La vie à portée de main chez Albin Michel. Votre éditeur vous présente comme un grand vulgarisateur. La science a toujours besoin de scientifiques et de passeurs. Vous assumez ce mot de vulgarisateur qui est pas joli dans la langue française parce que vulgarisateur, vulgaire, mais vous assumez. C'est pas très joli, certes, surtout à prononcer, mais l'idée est belle en revanche, qui est celle d'être une sorte de traducteur pour essayer de raconter, de transformer en histoire les connaissances que l'humanité accumule petit à petit, scientifiquement parlant, dans quasi tous les domaines qui soient. C'est absolument fondamental, je trouve, que certaines personnes prennent ce rôle à cœur, parce que la science et le savoir scientifique, c'est un héritage humain. C'est l'héritage qu'on a toutes et tous de nos ancêtres, qui petit à petit ont compris des choses. Et c'est histoire de ne pas retourner trop en arrière et de continuer à avancer pour continuer à trouver des médicaments, à comprendre à comment mieux vivre et ce genre de choses. Et puis pas se faire avoir par des histoires un peu ridicules qu'on entend à gauche, à droite. Vous pensez justement que la science est menacée par les carabistouilles, les marchands d'illusions à court terme, oui. Ouais. C'est tout à fait possible, et ça, elle l'a toujours été. À long terme, c'est impossible, parce qu'il y en a une qui est correcte et l'autre non. Qu'est-ce qui fait justement que c'est pas menacé? Est-ce qu'il y a ce muscle dans la tête de l'homme qui est la curiosité, tout simplement? Ah ça, je pense pas que ça existe, quelqu'un qui n'a jamais envie de voir ce qui se passe de l'autre côté de la colline. On peut décider au bout d'un moment de ne pas aller voir, mais lorsqu'il y a un horizon ou quelque chose, on est toujours à un moment ou un autre poussé, et on a envie d'aller voir. La meilleure façon, je crois, Christophe Galfard, de parler de ce livre, c'est de vous faire raconter. Alors moi, je suis allé jusqu'à la page 100 parce qu'il est très épais et que hier, j'avais pas le temps de tout lire, mais j'ai lu une histoire extraordinaire sur, on va commencer au hasard, mais la menthe religieuse qui n'a qu'une oreille. C'est assez rigolo parce que, en fait, il y a une raison pour laquelle on a deux oreilles. C'est que notre cerveau est capable de savoir si c'est l'oreille gauche ou l'oreille droite qui entend le son en premier. Et notre cerveau arrive à détecter ça au millième de seconde près, cette distinction. Grâce à ça, on sait si un son est à gauche ou à droite. C'est pas par hasard que lorsque vous entendez quelque chose, vous tournez la tête vers le son. Si vous le savez, c'est parce que une de vos oreilles entend le son avant l'autre. Alors on pourrait se dire que dans la nature, du coup, forcément, tous les animaux qui survivent d'une certaine manière ont deux oreilles. Sinon, il n'y a pas de raison qu'ils en aient. Sinon, on n'a aucune idée d'où peut venir un son. Ce qui fait qu'une proie, par exemple, ne peut pas échapper à un prédateur, ne sachant pas vers où courir, vu qu'on ne sait pas où est le prédateur. Tous les animaux, donc, ont soit deux oreilles, soit zéro, jusqu'à ce qu'on ait découvert la menthe religieuse. Il y a quelques années, 2 chercheurs américains ont réalisé qu'en fait, la menthe religieuse avait une oreille située entre ses pattes, à l'arrière, et une seule. Mais son oreille, du coup, elle sert à quoi? Ils se sont dit, cette oreille, en fait, elle n'entend pas les mêmes sons que nous. Elle entend les sons émis par les chauves-souris lorsqu'elles chassent. Et grâce à ça, la menthe religieuse sait quand une chauve-souris n'est pas loin. Du coup, elle n'a pas besoin d'aller à gauche ou à droite parce que de toute façon, elle ne vole pas plus vite qu'une chauve-souris. Elle se laisse tomber. Et elle se planque à terre. Elle se planque à terre. D'où l'intérêt d'avoir une oreille dans le dos et une oreille qui traîne, si j'ose dire, puisque cette oreille, oui, elle l'a dans le dos, la menthe religieuse. Entre les pattes. Alors, je vais pas revenir sur tous les exemples que vous citez, mais il y a quand même... les années de jeunesse. Vous racontez les années de jeunesse de Darwin. Pourquoi lui? Et pourquoi il a tant compté dans la compréhension de ce qu'était la vie sur Terre? Si on se prend... En fait, le livre commence plus ou moins, juste après Darwin, par le lecteur ou la lectrice qui se retrouve au milieu d'une forêt, ouais, et qui, voyant tout ce qui est autour de lui ou d'elle, se dit « Mais d'où ça vient tout ça ?» Et le livre est ensuite une sorte de recherche, d'aventure pour aller comprendre l'origine de la vie, ce qu'on sait sur le monde. Et on part d'où quand on essaye de faire ça? Pendant extrêmement longtemps, nos ancêtres se sont dit que, d'une certaine manière, tout était apparu d'un coup. Que tout était là,
que les choses ne bougeaient pas. Et un des grands changements vient de Darwin et de Lamarck, un Français qui était juste avant Darwin, et de Wallace aussi, un autre Anglais, qui, en regardant le monde naturel, ont réalisé qu'en réalité, il change, qu'il y a une évolution, que ça bouge. À partir de là, le paradigme, il a complètement changé. Lorsque quelque chose change, on peut chercher son histoire. Si les choses ne bougent jamais, c'est-à-dire qu'elles n'ont pas d'histoire. Darwin nous a offert, avec ses collègues, l'idée que le vivant lui-même pouvait avoir une histoire, et il a trouvé une des lois qui s'appliquent au vivant, qui s'appelle l'évolution par sélection naturelle. Et à partir de là, on a pu commencer à réfléchir à comment nous, on est arrivés ici, comment les autres animaux, les autres organismes sur Terre sont arrivés pour nous offrir le monde dans lequel on habite aujourd'hui. Alors, vous nous parlez aussi du fonctionnement de la cellule, parce qu'évidemment, quand on s'intéresse aux origines de la vie, il faut creuser dans la croûte terrestre pour voir les différentes strates, trouver des fossiles, etc., trouver des bactéries. Il y a des protéines qui ont été décisives. Est-ce qu'on en sait plus aujourd'hui grâce aux cellules et à l'étude de tout ce qui est très, très, très petit? Ce qui est amusant, c'est que, là, effectivement, dans le début du livre, ce que vous avez commencé à lire, on part à la recherche de l'histoire, donc du passé du vivant sur Terre, en creusant. Parce que il y a des indices un petit peu partout sur Terre. C'est parfois miraculeux, mais on a des indices qui nous remontent extrêmement loin. Cela étant, avec ce qu'on trouve en creusant, on ne va pas jusqu'à l'origine. Il y a un moment où ça s'arrête. Mais on a une technique pour aller plus loin encore, et cette technique, elle est en nous, dans le vivant, dans nos cellules. On peut lire nos cellules et on peut lire à l'intérieur de ces cellules l'histoire de nos ancêtres, l'histoire qui fait qu'on est arrivé aujourd'hui. Et effectivement, et ça, on arrive à le faire depuis quelques décennies uniquement. Et effectivement, grâce à ça, on a une toute nouvelle histoire du vivant sur Terre. Et ça, je trouve ça absolument extraordinaire. Cette histoire, vous la racontez. Est-ce que vous vous surprenez encore? Est-ce que vous maniez un tas de connaissances? Est-ce que vous avez fait des découvertes en écrivant ça? Ah bah plein, j'ai mis 10 ans pour l'écrire, ce livre. Ah ouais. Oui, pour plein de raisons. La première, c'est que pour réussir à expliquer les choses plus ou moins simplement, il faut vraiment bien les comprendre, et j'ai voulu vraiment plonger dans ce domaine-là parce qu'il est absolument fascinant. Du coup, à force de rencontres, de discussions avec des chercheurs, de lectures, de cours suivis, de livres, bref, j'ai vraiment mis 10 ans à peu près pour donner cette histoire globale de ce qu'on sait aujourd'hui de la vie. Et si je me surprends moi-même, un peu peut-être, mais c'est surtout la recherche et ce que font les chercheurs et les chercheuses du monde entier. On n'en parle pas trop dans notre monde où on aime bien ne relater quasi que les conflits. Mais il y a tellement de beauté dans ce que font les hommes et les femmes de science que c'est absolument phénoménal. Ce qui est intéressant aussi, c'est que des découvertes absolument fondamentales pour l'histoire des sciences, pour l'histoire de l'humanité, passe un peu comme des lettres à la poste. C'est-à-dire que vous avez 30 gugus dans une société de sciences, il y en a un qui vient, il fait une communication d'un quart d'heure, et on lui dit oui, très bien, et en fait, 50 ans ou un siècle plus tard, c'est le truc qui a tout changé. En fait, pour les découvertes extraordinaires ne sont jamais comprises tout de suite. Parce que sinon, ce ne serait pas des découvertes extraordinaires. Parce que ce qu'on appelle une révolution de pensée ou quelque chose vraiment d'extraordinaire, c'est une idée ou une découverte qui va à l'encontre de ce que tout le monde croit. Donc forcément, quand tout le monde croit quelque chose et qu'on vient en vous disant non mais on va changer le paradigme et on va changer notre vision, la plupart du temps, les gens refusent cela. Mais la puissance de la science, c'est qu'elle s'arrête pas au tenter, elle continue, et petit à petit, les gens s'habituent éventuellement à cette idée. C'est assez marrant parce qu'on dit en général qu'il y a 3 étapes dans une découverte scientifique. La première étape, c'est quand tout le monde dit c'est n'importe quoi. La deuxième, c'est quand tout le monde dit ah ben on le savait déjà. Et la troisième, c'est quand la découverte est attribuée à la mauvaise personne. Et là, on sait que la découverte a eu lieu. Il y a eu énormément d'histoires comme ça de femmes qui ont été invisibilisées, d'hommes aussi. Mais en général, les femmes sont invisibilisées par des hommes et les hommes aussi par des hommes, ce qui fait qu'au final, ça fait beaucoup de gens invisibilisés, mais les découvertes elles-mêmes restent et elles sont splendides. Christophe Galfard, il y a quelque chose de très particulier dans ce livre, c'est que vous avez un sens non seulement du conte, de la narration, mais aussi de la poésie. Et vous invitez le lecteur à la poésie, vous lui dites clairement, va t'installer dans une clairière en forêt la nuit,
regarde la voûte étoilée, écoute les bruits de la forêt, c'est déjà faire de la science. C'est se rendre compte de ce qu'on est dans notre monde. Si on habite dans une ville ou même si on habite à la campagne et qu'on passe notre temps à être occupé par notre quotidien, ce qui est quasi le cas de tout le monde, eh ben on oublie parfois à quel point on est connecté avec une nature qui est splendide, qui est autour de nous, qui est à la fois positive et négative, enfin qui n'a pas de jugement en fait, et dont nous faisons partie. Et à partir de nos propres sens, on peut déjà détecter énormément de choses, beaucoup plus que ce qu'on croit. Et l'idée de la recherche, c'est d'aller encore au-delà de ce que les sens nous offrent. Et dans le livre, ce que je fais, c'est que j'offre une sorte de voyage de pensée à l'intérieur des découvertes qui ont été faites. Il y a bien, 400 pages de curiosité. Si vous aimez la littérature, vous aimerez. Si vous aimez la science, vous aimerez encore plus. C'est vraiment à portée de tous les esprits et ça muscle la curiosité. Christophe Galfard, merci infiniment. Merci. C'est paru chez Albin Michel, La vie à portée de main. À bientôt. À suivre le rappel des titres Charles Bonner et puis la revue de presse d'Hervé Gattegno, Radio Classique, 8h.